Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Il y a tout juste 6 mois, le président russe Vladimir Poutine lançait une opération militaire en Ukraine à la surprise générale. Ainsi, la guerre a refait surface en Europe 77 ans après la Seconde Guerre mondiale. Les Russes parlaient d'une opération courte entraînant la chute rapide du gouvernement ukrainien, mais il n'en est rien. La guerre se poursuit et le bilan s'alourdit des deux côtés. Après 6 mois de guerre en Ukraine, le bilan est sanglant et le conflit stagnant, sans parler des conséquences économiques et géostratégiques pour le reste du monde. Alors, quel est le bilan de ce conflit? Pour en parler, je reçois Dr Eddy Guipier de l'université de Corogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et l'enseignant-chercheur Dr Bangaline Goran de l'université de Daloa. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, messieurs, d'un point de vue militaire, où en est la guerre en Ukraine, de part et d'autre, notamment pour la Russie? Pour la Russie, disons que l'entrée sur le territoire de l'Ukraine était motivée par des objectifs clés. Le premier objectif, c'était quand le président russe a parlé de dénazification, il s'agissait de renverser le régime de Kiev et de le remplacer par un dirigeant fantoche. Alors, dès les premières heures de l'offensive, il y a eu une tête de pont qui s'est orientée dans le sens de Kiev. Et il va y avoir, je dirais, quelques surprises qui vont amener la Russie à renoncer à cet objectif. Le premier, c'est que la Russie s'attendait à être, en tout cas ses soldats s'attendaient à être reçus en frères, en héros, en libérateurs. Mais au lieu de cela, il y a eu, contre leur colonne militaire, des gestes d'hostilité de la population civile même, c'est-à-dire qu'en plus des militaires. Et puis au-delà de cela, il faut noter que le président Zelensky, au moment de son élection, avait une cote de popularité de près de 75%. Mais au moment où la guerre commence, sa cote de popularité tombe à 28%. Et donc, la Russie misait sur le fait que la population ukrainienne n'avait pas confiance en lui parce qu'il ne ressemblait pas, disons, au rôle qu'on voulait lui faire jouer à travers celui de chef de guerre. Donc, on s'attendait à ce que dès le début des hostilités, le président prenne la fuite, donc il évacue la capitale et qu'il y ait un dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. Alors, au lieu de cela, on s'est retrouvé face à un Zelensky qui rentrait parfaitement dans son rôle, qui s'est montré plutôt charismatique dans son rôle de communication publique. Et finalement, on s'est retrouvé dans aussi un autre scénario où même si la Russie est arrivée dans la banlieue de Kiev, il était à l'étude le fait que, disons, les institutions qui n'avaient pas retiré leur confiance au président se déplacent même jusqu'à Lviv, à la frontière de la Pologne, pour continuer la résistance. Donc, la Russie, à partir d'avril de cette année, donc, a réalisé que cet objectif-là, même s'ils arrivaient à prendre Kiev, ils n'allaient pas pouvoir pour autant arracher, disons, cette légitimité au président, aux institutions. Donc finalement, ils vont renoncer et donc se recentrer sur le deuxième objectif, qui était celui de prendre le contrôle du Donbass. Le Donbass qui est, disons si vous voulez, l'essentiel de l'Ukraine, donc la partie utile de l'Ukraine, parce que c'est un bassin à la fois agricole, un bassin industriel et un bassin minier. Et donc aujourd'hui, en considérant, bien sûr, et pro-russe, parce que c'est la rive droite de la Dniepr, qui est, disons, la rive gauche. Au gauche de la Dniepr, qui est la partie pro-russe. Donc finalement, aujourd'hui, en analysant en fonction des deux objectifs, on peut conclure un bilan, disons, conclure un bilan plutôt mitigé parce que la Russie a échoué dans l'objectif de dénazification, c'est-à-dire de renverser le régime pour le remplacer par un régime fantoche. De ce point de vue, le président Zelensky est toujours au pouvoir, ils ont échoué. Mais du point de vue du contrôle, disons, de la partie de l'Ukraine utile, l'objectif aujourd'hui est largement atteint parce qu'ils ont réussi notamment à prendre la superficie intégrale de Louhansk et de Donetsk. Donc de ce point de vue-là, la Russie a réussi son coup. Alors qu'en est-il par rapport à l'Ukraine qui, finalement, le conflit se passe sur ce territoire? Quel est le bilan militaire? Le conflit se passe sur le territoire ukrainien. Vous avez vu, je pense que... On dit souvent, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Quand vous regardez la carte de l'Ukraine, vous avez une sorte de losange de 600 000 km². Vous avez un pays qui est séparé en deux, de l'est à l'ouest, par ce fleuve qu'on appelle le Dniepr. Et vous avez aussi un accès maritime avec la mer Noire et la mer d'Azov qui est un peu encastrée avec la péninsule de la Crimée. Alors, il est vrai que les conquêtes de la Russie sont quand même manifestes. Vous avez l'occupation de tout
quasiment tout le Donbass, quasi l'intégralité des républiques de Lugansk et de Donetsk. Vous avez aussi l'occupation, comme je disais tantôt, de villes maritimes comme celle de Kherson et de Mariupol. Vous avez une percée monumentale au niveau de Kharkiv, etc. Vous avez en tout cas toute l'Ukraine utile, comme le disait tout à l'heure le professeur Bangali, qui est occupée par la Russie, sans compter que la question ne se pose plus au niveau de la Crimée, puisque l'annexion s'est faite depuis 2014. Mais il faut quand même noter pas mal de surprises. Il est certain, pour respecter les termes de la grammaire stratégique, que les objectifs de la Russie étaient, somme toute, assez flous. Dénazification, avec en visée, comment dirais-je, le régiment Azov, et démilitarisation, autrement dit, briser l'ensemble des moyens de l'Ukraine. Mais vous voyez qu'au vu de ce conflit-là, qui est un conflit asymétrique, et là on parle de guerre de haute intensité, au vu de ce conflit, vous voyez que l'Ukraine résiste quand même pas mal. Ça confirme un peu ce qu'on disait tantôt à l'entrée du conflit, que l'Ukraine, c'était quand même 40%, n'est-ce pas, des ressources militaires de l'ex-URSS. Ce ne sont pas seulement des troupes, c'est aussi une industrie militaire, une industrie de la défense, même si les capacités de cette industrie ont quand même été amoindries. Comme le disait tantôt le professeur Bangali, il n'y a pas eu de rupture manifeste dans la chaîne du commandement. Il y a eu quelques limogeages, bien entendu. Il n'y a pas eu de troupes qui se sont débandées, même si d'aucunes se sont rendues, mais après avoir résisté jusqu'à la dernière cartouche. L'Ukraine, pour ma part, n'est pas dans une bonne position, même si parce qu'elle perd quand même une zone, somme toute, assez importante stratégiquement, qui est le Donbass, au risque de répéter ce que le professeur Bangali disait en matière minière, en matière agricole, etc. Mais elle, quand même, tient le coup, tient le choc. Les institutions sont bel et bien présentes. Elles n'ont pas été, elles se sont pas déplacées. Kiev est là et ils ont même célébré les 30 ans d'indépendance il y a quelques jours. Donc l'Ukraine tient le choc. Elle ne s'est pas effondrée militairement. Je ne dirais pas que nous sommes dans une égalité, mais c'est tout comme. Oui, vous avez raison de rappeler que 6 mois, jour pour jour après le démarrage de cette guerre, l'Ukraine célébrait son indépendance. Alors la Russie contrôle 20% de l'Ukraine, mais ne progresse plus, guerre depuis plusieurs semaines. Et selon les spécialistes, le conflit s'oriente vers une guerre d'usure qui n'exclut pas une possible escalade dans les semaines à venir. Qu'en pensez-vous ? Déjà, expliquez-nous la guerre d'usure. Alors la guerre d'usure, c'est une guerre de position. La guerre d'usure est en rupture avec, dans une stratégie offensive, avec ce qu'on appelle le blitzkrieg. C'est-à-dire, avec le blitzkrieg, vous avez un bombardement massif qui est conféré par la supériorité ou la suprématie aérienne. Juste après cela, vous avez, comment dirais-je, des troupes mécanisées qui essaient de réduire les dernières poches de résistance. Et in fine, vous avez les troupes de l'infanterie qui prennent position. Donc, c'est à ce type de guerre éclair que nous sommes accoutumés quelque part, avec les États-Unis en particulier, avec le conflit en Irak ou d'autres conflits en Afghanistan. Mais ces conflits-là entraînent après des conflits asymétriques avec des résistances dans certaines poches, etc. Et on tourne aussi à une guerre de guérilla. Une guerre d'usure, c'est une guerre de position, une guerre où on grappille, n'est-ce pas, quelques positions, où on en perd, etc. Ça fait penser, bien entendu, au conflit de 1914-1918. Je ne suis pas dans cet ordre de lecture. Pour ma part, la Russie fait une guerre selon sa démographie et ses ressources. Elle prend son temps. Au vu de ses objectifs qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont quand même assez flous, mais c'est à dessein, justement. C'est à dessein. L'Ukraine, n'oublions pas, est vaste. 600 000 km². Je pense que les Russes prennent leur temps. On est beaucoup aussi dans l'opératif, c'est-à-dire un niveau qui est inférieur à celui du niveau stratégique. Ça progresse, mais ça progresse lentement, bien entendu. Oui, il est difficile aujourd'hui d'envisager une guerre des positions pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle stratégie de la Russie est de mettre l'essentiel de ses forces en direction du sud. Pourquoi ? Parce que la Russie envisage de couper, d'enclaver l'Ukraine, de couper donc le dernier contact de l'Ukraine avec la mer Noire, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine a 2 débouchés maritimes, la mer d'Azov, avec la prise de Mariupol. L'Ukraine ne dispose plus de front maritime sur la mer d'Azov. Il lui restait jusqu'à aujourd'hui, disons, un flanc de la mer Noire, donc qui est la zone comprise entre la ville de Melitopol jusqu'à celle d'Odessa. Et aujourd'hui, la pression de la Russie
c'est en quelque sorte d'orienter ces troupes dans ce couloir-là pour établir une jonction entre la Transnistrie, qui est, si vous voulez, une enclave pro-russe qui est encastrée entre la Moldavie et l'Ukraine. Donc, établir la jonction entre les zones qu'elle contrôle depuis Mariupol et la Transnistrie. Donc, couper carrément l'Ukraine de son dernier contact avec l'océan, la mer Noire. Et ce qui va faire, en quelque sorte, si vous voulez, non seulement l'Ukraine devient un pays dont la partie utile a basculé dans le giron russophone, mais au-delà de ça, en plus de ça, l'Ukraine deviendra un pays enclavé. Et donc, bien sûr, ils ont compris cette stratégie parce que, comme l'a dit le docteur Oazi Guipier, jusque-là, il n'y a pas de façon claire une stratégie affirmée. Donc, c'est en fonction des nouvelles opérations qu'ils arrivent à lire cette stratégie. Et donc, depuis qu'ils l'ont compris, il y a une mobilisation de l'équivalent de près de 1 million de réservistes par l'Ukraine dans le but de lancer une contre-offensive pour mettre la pression pour dégager cette partie. Si vous avez écouté le dernier discours à la nation du président français, le ton martial, justement, est, si vous voulez, un prélude à ces événements vers lesquels nous avançons, parce que cette gigantesque offensive-là est prévue pour cet été. Et en plus, un autre indicateur, les États-Unis viennent de lancer un appel à tous les ressortissants non militaires qui sont en Ukraine de se retirer. Il y a de cela seulement quelques jours. Donc, tous ces facteurs, tous ces éléments-là signalent le fait qu'on va vers une sorte de montée en puissance des hostilités ces jours, ces semaines à venir. Les sanctions économiques et financières imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine devaient broyer son économie, réduire le rouble à l'état de ruine, selon le président américain Joe Biden, au début de la crise. Or, 6 mois après, ce n'est pas le cas. Est-ce un échec ? On peut le dire clairement que c'est un échec. La Russie, et j'invitais beaucoup d'analystes à se méfier de ces chiffres-là, c'est la 11e économie mondiale. J'avais ajouté sur d'autres médias que la Russie, c'était quand même le 2e potentiel en matière d'industrie de la défense. Mais la Russie, c'est aussi de la résilience. La Russie, c'est une économie qui n'est pas forcément extravertie et qui est une économie qui est arrimée sur des ressources qu'elle possède. Et aujourd'hui, les sanctions qui ont été édictées, bien entendu par les pays membres de l'OTAN, à savoir les États-Unis et l'Union européenne, sont en train de se retourner contre ceux qui en sont les initiateurs. Voilà. On voit aujourd'hui, on se rappelle un peu de la boutade, pour ne pas dire la sémence, du ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, qui disait qu'il allait provoquer l'effondrement de la Russie. Oui. Et quand on confère cela, quand on corrèle cela avec le dernier discours du président Macron qui disait que l'état de grâce, quelque part, était achevé en France, on se demande de savoir qui est vraiment pénalisé par ces sanctions. Vous avez des États qui étaient dépendants des ressources stratégiques minières ou pétrolières, comme l'Allemagne, qui sont complètement dépendants du gaz russe, qui sont en train d'en accuser le coup. Donc aujourd'hui, les sanctions se retournent clairement devant leurs initiateurs, puisque l'économie russe, après avoir accusé un contre-coup, se relance certainement. Et la Russie fait même des plus-values. Des plus-values historiques au niveau de la vente de ses ressources stratégiques et pétrolières. Mais justement, on savait que la guerre en Ukraine avait singulièrement détérioré les perspectives de l'économie européenne. Il semble que les conséquences sont plus importantes et plus rapides que prévu. Est-ce tenable à long terme ? On a l'impression que l'Union européenne, avec sa position, se fait harakiri. Oui, je pense qu'elle n'est pas tenable parce qu'aujourd'hui, quand on fait les projections, du moins l'estimation de la valeur de l'impact qu'a provoqué ces sanctions-là, elles sont 2 fois l'impact qu'a causé quand même la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la contraction des taux de croissance pour ce qui concerne le coronavirus est estimée à 1,5 et celui des sanctions est plutôt estimé à 3 points, donc 3%. Et donc, si aujourd'hui, on sort d'une crise économique aussi, je veux dire, inattendue que violente que le coronavirus et qu'on rentre dans une autre crise qui est 2 fois plus puissante, mais l'addition des deux, ça donne automatiquement, de façon mathématique, une récession. Donc, on part vers une récession mondiale. Pourquoi ? Parce que les sanctions touchent essentiellement les produits énergétiques qui rentrent non seulement en compte dans la production de plusieurs biens, de plusieurs consommables, mais au-delà de cela, qui rentrent en ligne de compte dans le transit des marchandises à travers le monde. Je prends un exemple très simple. Vous prenez par exemple le mégawattheure du gaz qui est passé dans les 10 dernières années, le prix moyen du mégawattheure, c'était 20 euros. Il est passé de 20 euros à 300 euros.
Et donc, en fait, ça s'est multiplié pratiquement par plus de 10. Et donc, l'ampleur est telle que forcément, il y aura des répercussions. Et l'une de ces premières répercussions qu'il faut craindre dans 2-3 ans, parce que c'est justement ça le problème. Les premiers effets, c'est aujourd'hui, mais c'est sur le long terme que cela va se déployer. On prend le cas, par exemple, des incidences du prix du gaz sur la production des engrais synthétiques. Aujourd'hui, le prix de l'engrais synthétique s'est multiplié du jour au lendemain par 3. Or, il se trouve que les récoltes de demain, des saisons à venir, dépendent justement, puisque tout ce qui est production de masse industrielle a besoin forcément de cet intrant-là. Et donc, quand vous multipliez, sinon quand on se retrouve dans une situation où le prix des engrais synthétiques s'est multiplié par 3, forcément, au niveau de la production, soit il y a une baisse des rendements, ou bien ça va coûter plus cher à la vente parce que ça a coûté plus cher déjà à produire et à déplacer la marchandise parce que c'est toujours la même chaîne animée par l'énergie. Et donc, ici, d'ici à 2023-2024, il y aura toujours des effets à retardement de cette situation créée par les sanctions. Je vous le disais, la reprise, donc en tout cas la dynamique de la reprise post-Covid est cassée. La hausse des prix est ressentie par les ménages du monde entier. Certains craignent même une crise alimentaire. Quelles sont les conséquences finalement de cette guerre pour le reste du monde? Vous avez déjà donné quelques informations, mais ça touche tous les pays du monde entier. Oui. Peut-être pas les États-Unis qui n'en pleut pas. Bon, les guerres, malheureusement, nous aident à découvrir la géographie et à voir un peu les relations d'interdépendance qu'il y a entre les États. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a une large part de la production agricole qui est le produit de l'Ukraine. Voilà, vous rappelez un peu le soulagement des populations lorsque le premier navire a quitté le port d'Odessa pour, on va dire, le reste du monde. On voit que l'Ukraine est un bassin, comme il a dit tantôt, agricole et que beaucoup de produits, en particulier le blé qui rentre dans la composition de beaucoup de produits, le pain en particulier, les pâtes alimentaires, viennent d'Ukraine. Et aujourd'hui, bien entendu, le fait que ces produits-là ne puissent pas être délivrés, livrés, sortir des ports ukrainiens, bien entendu, ça entraîne une pénurie que ne peuvent pas combler certains pays grands producteurs comme la Chine ou même la Russie, pardon, pas la Chine, l'Égypte et la Russie. Et vous voyez que, bien entendu, ça entraîne une certaine inflation, une grandeur de prix. Donc, c'est quelque chose qui se manifeste directement dans l'assiette du consommateur et qui interpelle directement le consommateur. C'est un peu comme la crise Covid, même si, bien entendu, il y a des spéculations qui sont faites là-dessus et qui peuvent entraîner aussi une inflation des prix. Ce qui rend, bien entendu, le consommateur, le téléspectateur aussi attentif vis-à-vis de cette crise, puisque la plupart des pouvoirs publics viennent lui dire que ce n'est pas de leur fait, ces augmentations, mais que c'est le fait de la guerre en Ukraine. Vous voyez quand même... Ce qui est vrai. Oui, un pays, mais il y a aussi de la spéculation aussi des fois. Un pays très loin de nous, mais qui est un grand producteur agricole et qui impacte bien sûr sur la production de certaines denrées alimentaires, le pain et les pâtes alimentaires en particulier. Donc, on va parler après des alliances géostratégiques, mais d'abord sur cet aspect encore. Parce que l'Afrique aussi est touchée de plein fouet. On le voit, dans les différents pays, il n'y a pas encore de grandes manifestations, mais la vie chère, comme on l'appelle régulièrement, est au cœur des débats politiques nationaux. Encore une conséquence de ce conflit ? Oui, forcément, parce que en fait, au-delà des situations de pénurie, il y a aussi le problème de la flambée des prix du pétrole au niveau international qui nécessite qu'au niveau national, les États prennent des mesures de subvention des prix. Mais je pense que chaque situation de ce genre-là est une occasion de construire sa résilience au niveau national. Et c'est ce que les Russes ont compris, qui fait qu'aujourd'hui, ces sanctions ont été prises contre eux, mais ils sont ceux qui, disons, vivent les sanctions le mieux. Parce que depuis 2011, la Russie, avec la situation en Syrie, le rôle que la Russie a joué là-bas, ils ont été permanemment sous sanctions. 2011, 2014 et aujourd'hui. Donc ça a amené en fait une sorte de réorientation de la production au niveau national. Et dans les cas où ils n'ont pas réussi à imposer aux anciens importateurs de produits sur place, dans ces cas-là, ils ont établi des circuits alternatifs, de sorte qu'aujourd'hui, lorsque les Occidentaux rappellent leurs entreprises, ils sont remplacés par des Brésiliens, par exemple dans le secteur de tout ce qui est fruits et légumes, qui ne peuvent pas produire en Russie.
Lorsque les Occidentaux se sont retirés, automatiquement, les Brésiliens ont créé 150 entreprises pour les remplacer au pied levé. Donc je pense que c'est surtout ça qui est important. Dans une situation défavorable, il faut s'intéresser à en quoi est-ce que c'est une opportunité de se réinventer. Je pense que comment est-ce qu'on peut substituer dans notre, disons, notre panier de consommation le blé par un autre produit. Il y a tellement d'alternatives, donc il faut un peu de volonté politique. Donc il ne s'agit pas chaque fois de sortir de l'argent pour régler un problème dans l'urgence, mais il faut penser comme les Russes, c'est-à-dire créer les conditions de bâtir une résilience, parce que ce ne sera malheureusement pas la seule crise qui va impacter les pays africains. Alors, les guerres ne concernent jamais que les pays en conflit. On voit des alliances se dessiner et d'autres se fissurer. Alors, les Américains menacent même récemment de sanctionner tout pays qui serait en faveur des Russes. Quelles sont les conséquences géostratégiques de ce conflit ? Du point de vue géostratégique, on a les lignes de fraction et de démarcation qui ont prospéré avant 1989, qui sont en train de réapparaître, autour d'un très fort binôme, qui est celui du binôme Russie-Chine. Voilà. Alors, certaines indiscrétions nous ont fait comprendre que le président Xi Jinping était un des rares chefs d'État à être informé des opérations qui étaient mûries par son homologue Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Aujourd'hui, comme certains spécialistes le disent, le regrettent au demeurant, ils disent que alors que la Russie, à partir de la fin des années 90, au début des années 2000, vraiment tanguait vers l'Ouest, tout ce que cette guerre, ou du moins les provocations présumées de l'OTAN, ont fait, c'est de ramener la Russie dans les bras de la Chine. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une sorte d'interdépendance. C'est un peu, on va dire, une sorte de théorie réaliste qui est remise au goût du jour avec l'équilibre des puissances. Les États-Unis, à partir de 89 jusqu'en peut-être en 2015, etc., 2014, ont été une hyperpuissance, sont toujours une hyperpuissance, mais il y a une sorte de monde unipolaire. Voilà. Et aujourd'hui, on voit qu'on revient dans une sorte de bipolarité, un monde bipolaire, autour d'un tandem qui est celui formé par les Chinois et les Russes. Vous avez vu, lorsque les Européens ont commencé à sanctionner les ressources énergétiques russes, qui ont été les premiers à les racheter? Les Chinois. Du coup, la Russie n'a rien perdu. Mieux, les Indiens. Et on a eu des paradoxes, somme toute assez cocasses, où les Indiens viennent pour racheter, n'est-ce pas, des matières énergétiques russes pour les revendre à des prix forts aux Européens qui les rachètent. Donc, des situations assez incongrues qu'on a retrouvées. Et donc, il y a cet agrégat-là de puissances qui ont compris leur rôle historique, qui savent que, isolées, elles seront beaucoup plus fragilisées vis-à-vis peut-être du monde otanien, du monde occidental. Donc, elles se mettent ensemble sans présager ou sans préjuger de leur passif antérieur historique. Vous avez ce tandem-là vis-à-vis duquel s'agrègent d'autres puissances comme l'Inde, je viens de le dire, et aussi des positions somme toute assez intéressantes, tout du moins assez étonnantes, comme celle de l'Arabie Saoudite et de d'autres pays, qui, en lieu et place de s'aligner mécaniquement sur la position des États-Unis, commencent à relativiser l'influence de ces derniers-là et s'orientent progressivement vers le tandem Russie-Chine. C'est la même question. Alors, les enjeux géostratégiques. Je me prononcerai sur l'autre aspect, sinon l'autre bloc. Aujourd'hui, cette crise a permis quand même aux États-Unis de renouer avec leur rôle de tuteur de l'Europe. Parce que sous la présidence de Donald Trump, on a assisté à un retrait des États-Unis de tout ce qui est enjeu européen. Et donc, il y avait un froid qui a été notamment matérialisé par l'affaire des sous-marins australiens commandés à la France, que les États-Unis ont torpillé et récupéré le contrat par devers eux-mêmes, qui avait entraîné à l'époque, qui avait fait l'objet d'une crise de colère de la présidence française. Et donc, après la sortie de la Grande-Bretagne de l'euro, on a eu l'impression que les États-Unis ont décidé de se concentrer sur la triade anglo-saxonne que formaient les États-Unis, l'Australie et l'Angleterre, au détriment de l'Union européenne. Donc, à l'intérieur de l'OTAN, il commençait à naître deux blocs. Donc, les anglo-saxons, le bloc anglo-saxon, et puis les autres européens. Alors, aujourd'hui, grâce à la crise en Ukraine, les États-Unis reviennent dans leur rôle de tuteur et de protecteur de l'Europe. Et je crois que c'est quelque chose qui va compter dans la suite des événements, parce que les États-Unis, dans ce rôle-là, étant donné que les États-Unis servent toujours et d'abord avant tout leurs propres intérêts,
Quand il y a, forcément, quand il y a donc ce tandem-là, il y a quelqu'un qui sort perdant. Et malheureusement, comme on le voit dans le cas de cette crise, c'est bien les Européens parce qu'ils n'ont pas réussi à dégager une position qui soit fidèle à leurs propres intérêts. Il faut savoir que dans la durée, cette position, disons, des Européens de se soumettre à l'hégémonie, encore une fois, américaine, c'est une continuité historique, va les desservir. Pourquoi ? Parce que, disons que la Russie, à travers ses ressources, et tout à l'heure, le docteur Eddy Guipier l'a dit, la Russie, à travers ses ressources, qui étaient orientées vers l'Ouest, c'est-à-dire vers le bloc européen, alimentait, que ce soit l'industrie en Allemagne, alimentait donc plusieurs pays en énergie, de sorte que l'Europe produisait à un prix compétitif. À partir du moment où les États-Unis poussent l'Europe à aller en conflit frontal avec la Russie va réorienter son potentiel énergétique et toutes ses ressources vers, disons, vers l'Est, donc vers la Chine, vers l'Inde, vers le Pakistan. Et du coup, l'Europe va commencer à produire à un prix très élevé. L'Europe ne sera plus compétitive. Or, aujourd'hui, l'enjeu de la fin du siècle dans lequel nous sommes, c'est de définir, parce qu'on sait qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique sera le plus grand marché. Parce que quand vous allez prendre à la fin de ce siècle deux humains, sur deux humains, un vivra en Afrique. Donc l'Afrique aura le marché le plus large. Donc aujourd'hui, les puissances sont en train de se positionner pour être le meilleur marché, le plus compétitif, qui va produire et puis apporter des produits compétitifs sur la scène internationale en direction de ce marché qui est en construction. Et donc l'Europe, en brisant ce tandem avec la Russie qui mettait à sa disposition ses produits énergétiques, puisque la Russie est une puissance, mais c'est une puissance dont l'essentiel des revenus vient des matières premières. Donc, si ces matières premières-là sont mises au service de la Chine, c'est comme si on poussait notre allié direct qui faisait notre force à aller prêter ses services à notre pire ennemi qui est la Chine. Donc, je pense que sur le long terme, l'Europe va le regretter amèrement, ce choix qu'il fait. Un dernier mot, j'aimerais qu'on se focalise sur l'Afrique par rapport à ces enjeux géostratégiques. L'Afrique, c'est quoi ? C'est une illisibilité stratégique qui est caractérisée par un manque de vision. Quand mon collègue parlait tout à l'heure, j'avais envie de l'interrompre pour évoquer quelque chose. C'est la victoire des grands ensembles. Vous voyez, ceux qui tiennent mieux le choc, ce sont les grands ensembles. Ce sont les États fédéraux, la plupart du temps, ou unitaires, comme la Chine, des grands États comme les États-Unis, les grands États comme la Russie, les grands États comme la Chine, qui ont une gouvernance unitaire, qui tiennent mieux le choc, parce qu'ils ont une vision commune. L'Europe, c'est un peu comme l'Afrique, vous savez, c'est un puzzle. Encore l'Afrique a un peu plus de chance, même parce que l'Europe, c'est autant de différences que de langues, etc. Comment se mettre d'accord ? Vous avez vu qu'à un certain moment dans l'Union européenne, on stigmatisait les Allemands en leur disant c'est de votre faute, parce que vous êtes le moteur, vous êtes le poumon de l'Union européenne, mais vous avez pactisé avec les Russes en étant dépendants d'eux. Aujourd'hui, à cause de vous, on se retrouve avec cela. Mais l'Afrique, c'est quoi ? C'est la plupart du temps, c'est profiter de ces opportunités-là, en lieu et place de se réadapter ou de se réinventer stratégiquement. Hier encore, je lisais un papier qui disait que le président Yoweri Museveni encourageait ses compatriotes à consommer du manioc, de la farine de manioc, etc. C'est un refus, la plupart du temps, en tout cas global, un refus, à quelques exceptions près, de se réinventer, de profiter de cette situation pour se positionner au niveau géostratégique. Pourquoi ? Parce que l'Union africaine elle-même est atone, elle est aphone. Il n'y a pas vraiment de lisibilité quant à sa position. La plupart du temps, l'Afrique profite de ces bisbilles, de ces rivalités entre grandes puissances pour toujours tendre la main et essayer de profiter de certaines retombées comme un commensal. Alors que c'est le moment pour elle de se réinventer, d'avoir une vision stratégique, mais comme elle est morcelée en autant d'États, pour autant d'intérêts, c'est difficile pour elle d'avoir une vision unique alors qu'elle a tout le potentiel. Vous avez vu la Russie, les ressources, tout suit. L'Afrique a pareil, mais elle n'arrive pas à décoller. Monsieur, ce sera le mot de la fin ? Il veut dire quelque chose rapidement. Le mot de la fin, rapidement, aujourd'hui, c'est, disons que l'Afrique, aujourd'hui, dégage une ligne dans le futur proche, parce que récemment, on a assisté à une visite du président français qui a donné l'impression de venir dicter une conduite aux États africains, une tournée qui, bien sûr, anticipe sur le fait que les Russes ayant été, disons, bloqués dans leur progression économique en direction de l'Europe, et bien sûr, on l'a senti que forcément, les entreprises russes vont de plus en plus s'impliquer en Afrique. Disons que tout ce qu'il y a comme arsenal
dispositif économique, diplomatique de la Russie sera réorienté en direction de l'Afrique. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, l'Afrique trouve là l'opportunité, l'occasion, eh bien, de prendre dans cette situation ce qui va contribuer à renforcer sa position, et voilà, sa position géostratégique. Allez, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci infiniment pour tous vos éléments de réponse et visiblement, vous en savez des choses. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. On peut commencer la guerre quand on veut, mais on ne la finit pas de même, du célèbre Nicolas Machiavel. Bonne suite des programmes sur RTI1.